Cœur palpitant de l'Afrique et véritable poumon de la planète, la forêt du bassin du Congo est, après l'Amazonie, la deuxième étendue de forêt tropicale au monde. Contrairement à d'autres parties du globe, cette vaste région de 2 millions de kilomètres carrés est restée relativement intacte jusqu'à nos jours. Riche d'une biodiversité exceptionnelle, elle est le refuge de grands animaux, symbole de l'Afrique sauvage. La pression économique et démographique croissante a motivé la mise en place d'initiatives de conservation en vue de préserver cette forêt unique. Au cœur du bassin du Congo, Jérôme Pasteur part à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent à une exploitation durable des ressources forestières et à un développement économique capable de préserver ce patrimoine naturel pour les générations futures. Secteur économique important pour tous les pays du bassin du Congo, la filière d'exploitation des bois exotiques est aujourd'hui en pleine mutation. Un changement résolument tourné vers le développement durable et la préservation de la biodiversité. Jérôme entame son voyage dans le sud-est du Cameroun pour découvrir les nouvelles méthodes d'exploitation de la société forestière Palisco. Accompagnée par l'Agence française de développement et le WWF, la société Palisco s'est engagée depuis une dizaine d'années dans cette démarche volontariste. Un travail important qui lui a permis d'obtenir l'exigeant label FSC qui garantit un bois issu d'une exploitation responsable de la forêt. La société Palisco gère plus de 300 000 hectares d'une forêt dense, traversée par de rares pistes de terre rouge. Il faudra près de 2 heures de route à Jérôme pour rejoindre le cœur de la concession où Martin Bikoula l'attend sur la zone en cours d'exploitation. Bonjour, Martin, c'est ça? Oui, c'est bien. Je vais être le petit chaperon rouge un peu là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est avec toi qu'on va couper un arbre? Oui. D'accord, ça marche. Ça, Mais dis donc, tu as des plans, Martin? Tu Oui. t'y retrouves comment là? T'as des cartes? Il y a des cartes qui sont conçues par l'équipe d'aménagement et ce sont eux qui sont en train de faire les inventaires forestiers. Et c'est à base de cette carte que je fais les plans pour les constructions de routes On est où et là? l'abattage. Nous sommes sur le lieu indiqué D14, le Lion 1000. C'est quoi les ronds? Les ronds, c'est les essences qui ont été inventoriées et tracées. C'est des arbres. Oui, des arbres. Chaque arbre correspond à un rond. À un rond, Et le numéro? le numéro, c'est le numéro d'inventaire. Pour une bonne traçabilité, chaque arbre doit comporter son numéro d'inventaire. Ça doit rentrer à l'administration du Cameroun pour qu'on sache que tel arbre a été coupé ou tel autre est resté sur tige. C'est ce cipot qu'on va couper tout à l'heure. Le cipot numéro 23, il a 180. Et ça, 180, c'est son diamètre. Le diamètre, parce que Ouais. tout est C'est précisé. énorme. Hein? Ok. Il va être beau, hein? On y va? Ok. Pour ouvrir les layons, ces sentiers tracés dans la forêt dense et optimiser leur travail d'abattage, Martin Bikoula et son équipe se basent sur les cartes mises au point par la cellule d'aménagement de Palisco. Cet aménagement de la concession et l'inventaire des essences sont le préalable indispensable et la pierre angulaire d'une exploitation durable de la forêt. Tel un véritable jeu de loi, la concession est divisée en parcelles, exploitées l'une après l'autre durant une seule année. On parle d'assiettes annuelles de coupe. Puis elles sont rendues à la nature pour les 30 années suivantes. Avant exploitation, chaque assiette de coupe est passée au crible pour inventorier les arbres un par un et les cartographier précisément grâce à leur localisation GPS. Et là, en fait, Martin, la piste a été préparée spécialement pour aller couper cet arbre. Oui, Ça a été c'est ouvert pour ça. Le long qu'on est en train de suivre, c'est le long d'aménagement. Quand tu ouvres un layon comme ça, l'idée, c'est d'abîmer évidemment le moins d'arbres possible. Oui, pour que quand les engins passeront pour aller Chercher l'arbre, en fait. chercher la bille coupée, pour qu'ils ne doivent pas abîmer les arbres d'avenir.
Richard, il y a combien d'essences différentes autour de nous? Une moyenne, 10, 50, 100 essences différentes? Disons, les études qui ont été réalisées dans la forêt montrent qu'à l'hectare, on a une dizaine d'espèces différentes. À l'hectare, À l'hectare, 10. une dizaine. Okay. Par contre, dans l'ensemble de la forêt, on a environ 450 espèces différentes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, sur les 10 qu'on peut trouver à l'hectare, il n'y a que 3 maximum Qui intéresse qui l'entreprise en ce intéressent moment. l'entreprise. Ah, dis donc, les mouse, là. Ça, c'est les maillants. C'est dangereux, ça? Oui. Quand ils te piquent, la morsure est douloureuse. Ah, carrément. Ça, c'est la forêt dense. La vraie Quand forêt, vous hein. les voyez, ça... C'est bon signe. Tu veux dire c'est bon signe, c'est un signe de santé? La grande forêt, Ok, génial. bonne santé de la forêt. On arrive donc sur ce tracé. Voici le jalon qui indique cette essence numéro 23. Ah oui, oui, on le voit. Au rouge, C'est le numéro extraordinaire. Ils ont des 24. noms, les arbres, quoi. Enfin, des numéros. C'est un peu moins bien, mais... Et ce jalon, ça indique les pieds qu'on a vus un peu plus bas. Pourquoi tu as autant d'encoches sur l'arbre? Les encoches indiquent le nombre des essences qui sont sur ce tracé. Les arbres qui peuvent potentiellement être Ouais, qui abattus, peuvent il y en a être- qui ont 1, 2, été 3, 4, inventoriés. 5, 6. Il y en aurait 7 sur Oui. ce layon. Alors ce gros pépère, là, il va tomber maintenant. On peut aller lui dire bonjour? Faut lui dire bonjour. Hein. Numéro 23. Oui. Salut, numéro 23. C'est terrible quelque part quand même d'abattre un arbre aussi gros. Il a quel âge cet arbre? Tu sais quel âge il a? T'as pas idée? Richard, tu sais Richard quel âge il a cet arbre? Alors, on ne sait pas vous dire exactement l'âge qu'il a, mais si on se base sur son taux d'accroissement annuel qui est de demi-centimètre par an, Un demi-centimètre. un demi-centimètre par an. Vous voyez, avec un diamètre de 180, il vous suffit de diviser 180 cm par demi-centimètre D'accord. Il peut avoir 350 ans. Eh oui, et on a autour de 360-400 ans. 400 ans. Voilà. Respect, hein. C'est dur hein, de voir un gros pépère de 400 ans qui va se faire abattre, mais je pense que vous allez m'expliquer que c'est fait en d'excellentes conditions. C'est ça, hein? Bon, ben, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. OK. Loin de l'image des coupes sauvages du passé, les techniques d'abattage contrôlées qui sont employées ici assurent une meilleure sécurité des hommes et minimisent l'impact sur l'environnement. À première vue, il va tomber de quel côté? Tout droit. Là-bas, comme ça? Oui. T'es sûr, hein? Oui. C'est pas rien, hein? Il faut que tu m'expliques que c'est pas grave. Vous plairez? Mais moi, j'aime trop les arbres. Tu vas m'expliquer que c'est pas grave et qu'il y en a plein d'autres et que c'est normal. OK. Son temps de vie était déjà limité. Il était déjà pourri à l'intérieur. Que s'il y avait une saison sèche un peu forte, il mourrait. Il mourrait. On le trouvait déjà sec. C'est le temps qu'on devait l'exploiter. Tiens, j'ai emmené un bout en souvenir. Voilà, j'emmène ça, moi. Je peux?
Richard, en fait, là, l'arbre, il est tombé exactement là où tu voulais qu'il tombe. Effectivement, quand on identifie très bien la chute naturelle de l'arbre et qu'on applique les techniques d'abattage contrôlées, l'arbre doit tomber là où on a prévu. Et il n'y a aucun impact sur l'environnement. Ce qu'il y a autour de l'arbre, c'est pas du tout abîmé, quoi. Oui. On n'a touché aucun autre arbre alentour. Oui, aux alentours, on n'a rien touché, mais la chute de l'arbre a provoqué quand même un petit peu de dégâts. Et donc, dans nos estimations de l'impact de l'exploitation, on s'est rendu compte que le nombre d'arbres abattus dans la forêt provoque moins d'1% de dégâts. Donc, le simple fait d'abattre provoque moins de dégâts. Par contre, les autres types de dégâts, c'est le débardage, c'est l'ouverture des routes. C'est tout ça qui donne maximum un total de 7% de dégâts sur la forêt. Sur la superficie totale de la forêt que tu as en exploitation, il y a 7% qui sont des dégâts d'exploitation. Effectivement. Et c'est pas beaucoup. C'est pas peu. beaucoup, c'est peu. Par rapport aux anciens temps, aux formes d'abattage d'autrefois, maintenant c'est insignifiant. C'est insignifiant parce que tout est planifié à l'avance et on fait attention. Donc c'est vraiment de l'exploitation à faible impact. D'accord. Et bien tu vas me montrer un débardage? Oui. On va voir la suite des événements. On va voir comment on évite un peu tout ça. D'accord, ça marche. Il faut descendre de l'arbre. Monsieur Ndiakoum. Ça va? Maintenant, banqué en bleu jaune qui devient le vert, là, ça veut dire que c'est planifié, débardé. Donc il y va tout seul, lui, là? Lui, il va tout seul. Il va d'abord chercher le C'est lequel? Montre-le. Dans l'optique d'une exploitation à faible impact et conformément au cadre du label FSC, l'optimisation du tracé des pistes, le marquage des arbres à préserver pour l'avenir et toutes les opérations de débardage sont étudiées pour éviter une dégradation trop importante de l'environnement. C'est juste avant que cet arbre ne quitte définitivement la forêt qu'il l'a vu grandir que se passe une étape primordiale dans la chaîne de traçabilité. Ça, c'est la carte d'identité du bois. C'est Ça- l'acte de naissance d'une tige. On sait d'où elle part, quel numéro elle porte. C'est joli ce que tu as dit, là. Son acte de naissance, il n'est plus un arbre, il est devenu un bois, il va vivre sa seconde vie. Il va devenir des meubles pour les gens. Pour les gens. Mais il est né ici. Ici. Donc en fait, Silver, c'est une nouvelle méthode de travail. Toi, ça te plaît beaucoup? Oui, l'exploitation à faible impact est la meilleure. Parce que moi-même, étant d'abord humain, avec le réchauffement de la planète, je suis conscient qu'il faut protéger l'environnement. Et protéger l'environnement, il faut marcher aux normes de l'exploitation à faible impact. Donc ça me plaît, moi ça me plaît. Et sans FSC, vous ne pouvez plus évoluer dans le domaine forestier aujourd'hui. Absolument. Le travail de planification vise à optimiser l'utilisation des lourds engins nécessaires au transport de billes de bois de plusieurs tonnes. Leur mission terminée, ce sont ces mêmes machines qui recouvriront les sols de terre végétale avant de laisser la forêt retrouver son cycle naturel. Qu'est-ce qu'il a fait, là, Silver? Il a mesuré la longueur. Il a mesuré la longueur et le diamètre petit bout. D'accord. Il fait combien, l'arbre? La longueur, c'est 20-50. 20 mètres 50. Ok. Donc le Là, il va building dans a un diamètre exact. Zone 94. 94. Donc c'est bon. Et l'inventaire a estimé à 90. Donc c'est parfait. Donc, et lui, il a 94. Donc celui qui a fait l'inventaire a bien fait son boulot? Très bien. D'accord. Très bien. Pour se rendre compte des effets de l'exploitation à faible impact, Jérôme se rend sur une ancienne assiette de coupe, rendue depuis à la nature. Une zone de forêt qui ne sera plus touchée pendant une trentaine d'années, permettant à la végétation de se régénérer. Ah mais oui, dis donc, ça a étonnamment repoussé. En Il y a effet, combien d'années, là, que personne n'est passé? il y a 4 ans. Il y a 4 ans que personne n'est 4 ans. passé ici. En fait, Richard, ça c'est ce qu'on pourrait appeler un site dégradé. Mais il n'est pas si dégradé que ça, en fait. On dit site dégradé parce que au moment de l'exploitation, toute la zone est dégagée. Oui. Donc ça se dégrade de sa végétation, pas forcément une dégradation physique du sol.
La preuve, on voit bien la végétation qui C'est est pas là. rédhibitoire. Après En fait, 4 ans. la nature reprend ses droits C'est droit, progressivement, bien entendu. et envahit de nouveau Et l'espace. beaucoup plus sur les pistes forestières, comme ça, avec le tassement du sol, du fait du passage des engins, Oui. ça retarde un peu la recolonisation. Ah, c'est un mais peu de toute dur. façon, voilà. Mais de toute façon, elle s'installe au bout du temps. Donc dans 27 ans, tu vas même pas retrouver la trace. On ne va pas trouver la trace, ça c'est sûr. La recolonisation des assiettes de coupe par la végétation est d'autant plus rapide que la forêt a été peu dégradée durant son exploitation. Ici, la régénération témoigne des nouvelles méthodes de travail de Palisco, plus respectueuses de l'intégrité de la forêt. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour l'entreprise ici. S'ils ont droit au label FSC, c'est justement qu'ils ont réappris à faire de façon plus sage et qu'ils respectent au mieux possible la biodiversité et la forêt. Bien sûr. C'est comme une récompense vraiment extraordinaire d'être le label De- FSC. Effectivement, c'est une récompense de l'effort de gestion durable que l'entreprise mène depuis bientôt plus de 10 ans maintenant. Comment ça se fait que le Cameroun soit aussi en avance justement dans ses pratiques forestières de protection de la biodiversité? Non. On peut dire d'abord que c'est une volonté, je peux dire, politique du pays National. national, donc une politique nationale. Donc cette volonté politique a mené quand même les sociétés forestières à aussi prendre conscience de la ressource qu'elles ont à gérer. Nous, notre entreprise, par exemple, on s'est installé au Cameroun depuis une trentaine d'années et on compte y rester. Donc si la ressource n'est pas gérée durablement, ça veut dire qu'on fermera les portes d'ici 10 ans. Donc les entreprises forestières qui aspirent à aller vers la certification forestière donc, sont amenées à faire de la gestion responsable. Donc c'est pour ça qu'on parle de récolte, parce que les arbres ont été déjà ciblés, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Les Oui. arbres sont ciblés, les diamètres sont définis, et vraiment, c'est une forme de récolte. On va en chercher va en un chercher, ici, tout simplement. un ici, Voilà. en faisant le moins de Le moins mal de dégâts possible, possible. en passant tout doucement. Voilà. On parle C'est de un état d'esprit complètement différent. différent, bien sûr. C'est bien, c'est superbe. Bon, et là, à mon avis, Richard, il pleut, donc je pense qu'on va peut-être rentrer quand même. Bonne idée, sinon C'est on pas va, une se, on blague. va se mouiller. On va se mouiller rapidement. Ah, ça tombe sympa, là. Hein. Alors Vincent, explique-moi, qu'est-ce que c'est que la certification FSC? La certification FSC, c'est avant tout un label FSC. Donc quand un consommateur final achète un produit bois FSC, il est sûr que le bois qui a été transformé et qui a été utilisé pour son produit bois vient d'une forêt certifiée FSC. FSC, donc durabilité, responsabilité, traçabilité, et tout ça de façon absolument honnête. Alors Vincent, comme moi je vais faire mes courses au supermarché, je vais acheter un meuble ou je vais acheter un manche à balai. Par exemple, il y en a un qui va coûter 1 €, à côté il y en a un qui va coûter 1,10 €, disons. Et celui-là est certifié FSC. Pourquoi il coûte 10 centimes de plus? C'est simple, c'est tout le long de la chaîne de traçabilité, c'est-à-dire du distributeur jusqu'au producteur, en passant par le négociant, le fabricant et le forestier, nous avons toute une chaîne de traçabilité. Et cette chaîne de traçabilité prouve avec le certificat FSC que ce bois provient d'une forêt gérée de façon responsable et donc jusqu'à la souche, jusqu'à l'arbre qui a été exploité par l'entreprise forestière. Tout ça, ça coûte de l'argent, et ce qui fait que le manche à balai va coûter un tout petit peu plus cher. Un tout petit peu plus cher. Et ce premium, comme vous l'appelez, ce surcoût, en fait, c'est la récompense des efforts de toute une chaîne d'entreprises qui sont pour le développement durable et notamment pour la certification FSC. Dans l'ensemble, ça a été une démarche collective pour obtenir le label. Oui, même plus, je dirais même que c'est une révolution culturelle. Puisque dans l'entreprise, il a fallu vraiment changer les habitudes et changer les mentalités. Et là, tu as combien de mètres cubes alors sur le camion? Oui, les routes sont glissantes. Hein. 100% FSC. C'est important pour vous? Pour l'accompagner dans cette mutation profonde de son corps de métier, la société Palisco a pu bénéficier de l'appui de différentes organisations de coopération, comme le WWF et l'Agence française de développement.
Bon Thierry, donc la société Palisco a fait d'énormes efforts pour se diriger vers une gestion durable du massif forestier et puis par la suite obtenir une certification FSC. Comment l'AFD a aidé Palisco dans cette démarche? Tout d'abord, nous sommes son partenaire financier. Nous avons utilisé tous nos outils au sein de l'AFD, notamment pour réaliser toutes les étapes techniques, à savoir tout d'abord les inventaires. Cela se traduit à travers des cartes. Il y a aussi l'aide sur l'outil de transformation et on appuie également la Palisco sur l'aspect ensuite certification. Bon Thierry, pourquoi l'AFD appuie des entreprises du secteur privé de cette façon-là? Et puis globalement, quelle est la politique de l'AFD face à la protection des forêts tropicales? Notre intervention auprès du secteur privé répond tout d'abord à la nécessité de travailler avec les gens qui gèrent déjà eux-mêmes des forêts, des superficies énormes. Nous avons contribué finalement à gérer durablement une superficie qui dépasse le cadre des parcs nationaux et des réserves. Aujourd'hui, le bassin du Congo est le bassin forestier où la certification c'est le plus développé. Donc en fait, l'AFD est un acteur majeur du développement et de la conservation dans tout le bassin du Congo. Effectivement, nous avons un rôle prépondérant dans le bassin du Congo. Comme tu l'as compris, notre approche est très pragmatique. Il s'agit non seulement de conserver, mais conserver ne nourrit pas les hommes, il faut aussi permettre de créer du développement économique. Nous avons finalement réussi à mettre en œuvre notre mission, qui est de pouvoir gérer durablement les forêts, tout en développant également les économies et le bien-être des populations. Il existe des contacts étroits basés sur le dialogue entre la société Palisco et les peuples riverains de l'exploitation. Au travers de ces rencontres régulières avec les comités paysans-forêt, Laure Mdabi s'informe des besoins des populations afin de prévenir les conflits éventuels, souvent liés au droit d'usage de la forêt. Là, vous avez Barthélemy, c'est membre BACAR de ce CPF. Sa Majesté, M. Didier Raoul, qui représente les chefs de village au sein de ce CPF. Jean Manga Bidia, le président du CPF. Alors, quel est ton rôle exact au sein de l'entreprise? Mon rôle, c'est je suis en contact permanent avec les populations riveraines. Donc, je fais ce qu'on appelle la médiation sociale. Justement, c'est à travers nos réunions, comme celle-ci, par exemple, qu'on a le temps de former, de discuter, d'échanger. Laure, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Nous sommes là pour la réunion de restitution avec le CPF pour la conservation, notamment les sites sacrés, identifiés et préservés lors de l'assiette de coupe qui était en exploitation. Donc un site sacré, ça doit être évidemment respecté. Est-ce que l'entreprise respecte? Oui, on est d'abord venu sur le terrain, on a identifié donc avec les populations, est-ce que vous avez vraiment quelque chose d'important qui se trouve à l'intérieur de l'UFA et que vous aimeriez qu'on préserve lors de l'exploitation? Il faut aller sur place, oui, savoir peut-être avec un point GPS exactement où se trouve le site sacré et bien sûr ne pas y toucher. Et après l'exploitation, maintenant, on fait une mission conjointe toujours avec les communautés qui nous accompagnent pour vérifier effectivement qu'après l'exploitation, on a préservé le site. D'accord. Voilà comment on gère les sites sacrés pour les préserver. C'est quand ils n'ont pas l'information. Ah, ça glisse, hein? Ok. C'est un jeune Moabi ici, là. Un jeune Moabi? Bon, le Moabi, c'est un arbre qui aide beaucoup les femmes, surtout les problèmes de bas-ventre, là. C'est un bon remède, surtout nous, les Africains. Okay. Oui. Ça marche sur les Françaises aussi, non? En tout cas, moi, je ne sais pas. Tu sais pas. Donc ça, c'est la limite, ça, du site c'est sacré? La limite ici, là. Une grande balafre rouge. Vers ce côté-là. Ah oui, il y a des marques, des marques. Parce que c'est la tombe. Et Richard, toi, tu sais combien de mètres il y a de protection autour de la tombe? En arrivant, on a d'abord croisé une première série de peintures. Ah oui. Donc en fait, on a délimité la zone d'occupation ancienne. Donc c'est un site ancien du village, de leur village. Oui.
Et ils habitaient ici. C'est sûr qu'il y a d'autres tombes. Mais ce n'est pas plus important que cette tombe. Parce que lui est le grand Lui, guerrier. voilà, il est le grand guerrier. Il a sauvé tout le village comme il a pu. Il a défendu son droit. Voilà. Ben, nous, en zone forestière naturelle, on aurait traversé une zone comme ça sans se rendre compte que c'est une tombe. Mais le contact avec les villages, les discussions pour l'identification des sites nous amènent progressivement à reconnaître nous-mêmes les signes de sites importants pour les populations. Donc de toute façon, nous, sur le plan humain quand même, nous estimons qu'une tombe, c'est sacré. Respecté, Oui, il doit être respecté. Donc de toute façon, on essaie de préserver quand on arrive à l'identifier ou quand les populations elles-mêmes nous indiquent l'endroit. Donc on a pris toutes les mesures pour avoir quand même une zone assez sécurisée pour ne pas toucher. Voilà, de protection autour de habitat humain. C'est ça. C'est fini. Ok. Comment on dit merci? Ekiba. Ekiba. Ekiba apa. Désireuse d'en apprendre davantage sur le peuple le plus emblématique de la forêt, Jérômine rend visite aux membres d'un clan de pygmées Bahaka. Kokuma. Bonjour Kokuma. Ça va? Bonjour. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs a depuis toujours vécu seul au cœur de la forêt. Avec l'arrivée des exploitations forestières et des pistes qu'elles ont ouvertes, il a vu son environnement profondément transformé, mettant en péril son mode de vie semi-nomade. Aujourd'hui, les pygmées Bahaka vivant dans la concession gérée par Palisco sont l'objet de programmes spécifiques visant à préserver leurs droits d'usage de la forêt. L'espoir de Jérômine, c'est de pouvoir entendre encore longtemps le chant des femmes Bahaka résonner sous la canopée. Jérômine poursuit son voyage à la découverte du bassin du Congo et quitte le Cameroun pour le sud de la République centrafricaine. Après 2 heures de vol au-dessus de la canopée, Jérômine atteint le petit village de Bayanga. Situé au cœur du parc trinational de la Sanga, Bayanga est aux portes de l'aire protégée de Dzanga-Sanga. Soutenu par l'Agence française de développement et le WWF, le parc national de Dzanga-Sanga fait l'objet d'un projet écotouristique basé sur l'observation et l'approche de la faune sauvage. Pour partir à sa découverte, Jérômine est accompagnée d'un pisteur Bahaka et de Benjamin, qui guide les voyageurs dans cette aire protégée depuis sa création, il y a 18 ans. Il mène Jérômine jusqu'à la saline de Bayanga, célèbre pour la centaine d'éléphants de forêt qui viennent s'y abreuver chaque jour. C'est proche de ce lieu unique que Jérômine fait la connaissance d'Andrea Turcalo. Américaine, Andrea s'est installée ici il y a de nombreuses années pour étudier et protéger les éléphants de forêt. Alors Andrea, tu as choisi d'habiter tout à côté de cette saline, qui est, je crois, la plus grande saline d'Afrique centrale, c'est ça? Non, il y a plusieurs salines, mais Zanga, c'est le seul où on voit tant des éléphants. Ah, c'est là où il y a beaucoup, une grande concentration d'éléphants. Au nord du Congo, il y a des salines et on voit pas mal des éléphants, mais il y a moins de protection et donc il y a beaucoup de braconnage. Mais ici, on est assuré de voir des éléphants. Mais il n'y a pas un autre endroit dans le monde comme Zanga.
Il n'y a pas un autre endroit dans le monde comme Zanga? Non, il n'y a pas. En Afrique centrale, il n'y en a pas. Et dans le monde, il n'y a pas un autre endroit. On voit des centaines des éléphants. Andrea, tu es là depuis combien de temps? Maintenant, ça fait presque 19 ans que j'étais ici. À Zanga, mais avant, j'étais au nord du pays, même à l'est. Donc, ça fait presque 26 ans. Que tu es en Centrafrique? Oui. Quand j'ai commencé l'étude, j'ai aucune idée sur les éléphants de forêt. Tu connaissais rien? Rien. Et à ce moment, il y avait pas mal des éléphants, mais pas de recherche, pas de connaissance sur ces éléphants. Donc, il n'y avait pas encore de spécialistes qui s'intéressaient vraiment aux éléphants? Il y avait des gens qui viennent pour quelques mois, mais pas pour faire des études à long terme. Tu as étudié les barrissements? Tu as étudié ça, comment ils se parlent? Oui, maintenant j'ai fait une collaboration avec une université aux États-Unis qui s'appelle Cornell. Ils ont un grand laboratoire de bioacoustique. Et on essaie maintenant d'étudier le lexique. Je pense que c'est le lexique en français. Oui, le des dictionnaire, éléphants. je sais pas. C'est un dictionnaire, mais c'est plutôt le sens des vocalisations des éléphants. Il y a certains qui veulent dire des choses, hein, et ils ont des grandes liaisons familiales entre eux. Et même il y a une communication très compliquée qui se passe entre les familles, quoi. Ouh là là. Et celui qui vient de crier là, c'est quoi? C'est qui? C'est une femelle? Donc c'est un mâle qui a essayé de pousser un petit. Et le tout petit là-bas, il a quoi? Il a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Il fait de la peinture. Il fait de la peinture aujourd'hui. Celui qui est un petit peu plus gris, c'est un mâle aussi. Celui-là juste devant là. Oui, c'est un mâle. Il a à peu près 40 ans. 40 ans. Oui. Ah, voilà. Oui. Ce sont les bongos. Ah d'accord. Oui, qui viennent. C'est assez rare ça. De grands antilopes. Ok. Lieu privilégié pour l'observation de la faune sauvage, la saline de Bayanga est le rendez-vous de nombreux animaux, venus s'abreuver ici, dans les puits profonds que creusent les éléphants, pour extraire du sous-sol les minéraux dont ils ont besoin. Mais bien plus qu'un bar pour éléphants assoiffés, Bayanga est aussi un lieu de rencontre entre les différents clans de la forêt. On se jauge et on se défie pour affirmer sa place dans une hiérarchie matriarcale complexe. Alors que les petits apprennent encore à se servir de leur trompe en imitant les plus âgés, les grands mâles, eux, passent d'un groupe à l'autre, s'attachant à concevoir leurs futurs camarades de jeu. Quand je vais au bail de Zanga, je connais tous les individus. T'en connais combien si tu comptes comme ça? J'ai déjà identifié 4000. Oh, mais attends, 4000, il y en a un qui passe, tu sais qui c'est? Les plupart, oui. Et... Chaque jour, je connais peut-être 80% des individus qui sont là. Hier, j'ai
j'ai observé 3 nouveau-nés que je n'ai pas vus avant, chez les femelles que j'ai connues depuis longtemps. Les femelles que tu as vues bébés? Et maintenant, elles ont fait des bébés. Donc ça m'encourage. Benjamin, quand tu étais petit, en fait, ici, les gens, ils chassaient les éléphants. Oui, avant, ils chassaient les éléphants. Mais à la coutume, on cherchait un vieux mâle qui est solitaire. Ah oui. Dans les temps anciens, ils tuaient que les grands mâles solitaires. Après est venu le braconnage. Et là, ils ont tué n'importe quoi. D'accord. Andrea, le tourisme, il y a des gens qui rentrent de temps en temps ici. Qu'est-ce que tu en penses? C'est utile? Ça fait un apport financier? Comment c'est géré? Non, c'est très utile pour les gens locaux qui sont engagés pour le projet comme guides, comme pisteurs. Oui. Et ça donne ces gens une idée de ce que le tourisme peut apporter. Et c'est un moyen de convaincre des gens locaux qu'il y a quelque chose de valeur dans leur pays. Oui. Un pays qui a pas mal de problèmes en ce moment. Oui. Et tu crois que l'information à ce sujet passe? C'est en progrès, les gens parlent entre eux et tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus conscients que ça peut être un apport financier? Le problème ici, c'est l'économie. Des gens ici voient des éléphants comme de l'argent. Il y a l'ivoire, il y a la viande. Hein? Parce qu'il faut que des gens locaux gagnent leur vie, mais pas le braconnage. Parce que le braconnage, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va terminer la faune et après, il y aura la vraie pauvreté. Après, ça va être la famine complète, totale. Parce qu'il n'y aura plus de ressources naturelles. Ça, c'est un problème ici de convaincre les gens, ça c'est de valeur, c'est quelque chose de conservé pour faire de l'argent pour l'avenir. Pas à pas, les mentalités changent et Bayanga se transforme. Ce village, qui tirait sa ressource de l'exploitation forestière, se prépare dorénavant à accueillir sur les bords de la rivière Sanga des visiteurs venus du monde entier. Ce cours d'eau poissonneux traverse les aires de protection de Dzanga-Sanga du nord au sud. C'est sur cette rivière qui a donné son nom au parc trinational que Jérômine a décidé d'en savoir plus sur les actions menées ici par le WWF. Alors Gilles, ici on est sur la rivière Sanga, qui est un affluent du Congo. Et même si la rivière ne fait pas partie d'un programme de protection, on est au cœur d'une aire protégée. Explique-moi un peu. Tout à fait. Donc comme tu l'as dit, on est sur un affluent du Congo. Ça veut dire qu'on est au sein du bassin du Congo, qui est le deuxième massif forestier tropical d'un seul tenant au monde après l'Amazonie. Quand est-ce que ça commence, cette aventure? Alors en fait, il y a un peu plus de 30 ans, il y a les premiers inventaires de biodiversité qui ont été menés par le WWF dans cette région. On a découvert qu'il y avait une biodiversité absolument exceptionnelle. Suite à ça, il y a eu du lobby pour créer une aire protégée qui aujourd'hui est gérée par les administrations centrafricaines. Le WWF vient appuyer les administrations locales pour gérer le parc. C'est un appui qui se fait à 3 niveaux. La gestion à proprement parler du parc, la conservation via le suivi écologique et la lutte anti-braconnage, et enfin un projet qui a développé assez récemment sur du développement social, la santé et l'éducation. Et cet ensemble fait partie d'une aire protégée transfrontalière, c'est-à-dire avec une partie au Cameroun, une partie dans le nord du Congo-Brazzaville, et cette partie où on est aujourd'hui en Centrafrique. Les 3 nations ont réussi à se mettre d'accord pour un programme de protection de l'environnement. C'est unique, ça, complètement unique. Bon, ça a été un très très long processus avec le travail de beaucoup d'ONG, d'organismes de coopération, où le WWF a joué vraiment un rôle très important, mais qui a permis au sein du bassin du Congo de créer plusieurs aires protégées transfrontalières, dont celle-là. Ce qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus large et finalement des résultats meilleurs en termes de conservation. D'abord, il faut les convaincre. Ensuite, il faut financièrement les appuyer pour qu'ils puissent aller au bout. Exactement. Et c'est un travail qu'on ne fait pas tout seul. C'est un travail qu'on fait avec d'autres organismes de coopération, d'autres ONG, et qui est aussi en plein cœur d'un processus de négociation politique au sein de toute la sous-région du bassin du Congo. Il y a des progrès énormes qui ont été faits. Maintenant, il faut s'assurer de la pérennité des aires protégées, parce que ça nécessite d'énormes moyens de pouvoir gérer des surfaces comme celle-ci. Là, on est à près de 4000 km². 4000 d'aires protégées. km². Entre la réserve et le parc national. D'accord.
Bonjour. Jérôme et Gilles font halte chez une des nombreuses familles qui vivent sur les rives de la rivière Sangha. Bonjour, ça va? Bonjour. Qui dit réserve naturelle ne signifie pas pour autant que l'on a mis ici la nature sous cloche. Si la réglementation sur les espèces protégées se doit d'être respectée, ces familles de pêcheurs peuvent tout de même prélever du gibier pour leur subsistance au sein des zones de chasse communautaires. Qui soutient le parc, principalement dans cette région, au niveau financier? Alors, en partie à l'initiative du WWF, il y a un fonds qui a été créé pour pérenniser le financement du parc trinational. Et ça vise, c'est qui donne là-dedans? Donc, il y a des gens comme l'Agence française de développement, le L'AFD. WWF qui récupère de l'argent d'une entreprise privée allemande. Et en fait, c'est un capital qui est placé et on ne dépense que les intérêts. Donc ça permet d'avoir tous les ans une certaine somme d'argent, mais de l'avoir sur le très long terme. Ah, c'est le genre de... C'est comme un livret A pour la nature. Exactement. Ça permet d'assurer un fonds qui sera fixe indépendamment de l'écotourisme. Aujourd'hui, sur le site, on est à peu près 700 touristes par an, donc on est très loin de la rentabilité. Tu parles du site en Centrafrique, ici, le site du parc de la Sangha, autour de la Sangha. Tout à fait. Sachant que c'est vraiment un des sites phares pour l'écotourisme en Afrique centrale. C'est une des aires protégées qui a le plus gros potentiel et qui a déjà une partie des infrastructures qui sont mises en place. Les gens qui viennent ici faire de l'écotourisme vont voir des gorilles, vont voir des éléphants, vont avoir des rencontres avec les pygmées baka. Exactement. Et c'est un des seuls endroits dans le bassin du Congo où on peut voir des gorilles de plaine habitués et qui ne vont pas fuir à la présence de touristes. Les gorilles, en l'occurrence, c'est vraiment une espèce phare et celle qu'on souhaite développer en matière d'écotourisme. On leur a demandé leur avis aux gorilles? C'est évident qu'on leur a pas demandé leur avis, mais le but, c'est d'arriver à récupérer de l'argent pour mieux les protéger. Donc c'est le meilleur compromis, sachant qu'il y a... Voilà. Et c'est seulement 4 familles par rapport à une population qui est vraiment beaucoup plus importante. Alors que la forêt du bassin du Congo s'éveille doucement sous la brume, Jérôme se prépare à une rencontre importante. En compagnie de ses guides, elle part pour une marche de plusieurs heures, rejoindre ceux qui pourront la mener en pleine forêt, auprès des gorilles des plaines. Makeda guide Jérôme dans une traque pacifique afin d'approcher au plus près une famille habituée à la présence humaine. Ils sont tout près là. Ça va là. Vous les voyez là. Ah, mais j'en vois un. Dans ce cas, on va essayer de rentrer derrière eux. D'accord. Ils sont là, à quelques mètres. Ouais, on va contourner. C'est incroyable. Tu ne me les aurais pas montrés, je n'aurais pas vu. C'est incroyable. Oh, venez là, venez. Vous aurez écoute. vraiment le temps. Ouais. C'est une femelle, elle s'appelle Mai. Bonjour, Mai. Le travail d'approche des gorilles semble prometteur. Mais c'est sans compter avec la météo capricieuse de ces latitudes tropicales en ce début de saison des pluies. Bon, aujourd'hui, ça l'a carrément pas fait. Dommage, on était parti à la première heure, on avait trouvé les gorilles, ce qui n'est pas toujours le cas. Sous la forêt, on voit rien, ça tombe comme ça fait du bruit, c'est assourdissant. Les animaux nous entendent pas nous déplacer, c'est carrément dangereux.
Moi, j'y retourne demain matin. Pour s'abriter du déluge, Jérôme et Benjamin ont trouvé refuge à Bayokou, camp permanent pour les primatologues qui étudient les gorilles et les habituent à la présence des visiteurs. C'est là qu'ils rencontrent Daniela, spécialiste de ces grands primates. Bonjour. Bonjour. Daniela. Hello. Jérôme. Nice to meet you. Thank you, thank you. Alors Daniela, explique-moi, qu'est-ce que tu fais là, en plein milieu de la forêt d'Afrique centrale? Je suis ici pour recueillir des données pour ma thèse sur la vocalisation des gorilles. Je fais une étude comparative entre le comportement vocal des gorilles de montagne en Ouganda et les gorilles de plaine que l'on rencontre ici. Et alors, pourquoi, en fait, toutes ces études, toutes les notes que tu vas prendre quotidiennement dans la forêt? En général, les gens ne font pas le lien entre la recherche sur les gorilles et leur préservation. Mais en fait, il faut les étudier si on veut les protéger au mieux. On doit comprendre leur comportement et leurs besoins. C'est donc très important. Et localement, avec les gens qui habitent ici, avec les Bayaka, avec les Bantous, comment ça se passe? C'est un sujet extrêmement important. Les Bahaka habitent depuis toujours dans la forêt. C'est le peuple de la forêt. Et ils comprennent l'importance de la préservation. Mais tant que la chasse restera un moyen de gagner de l'argent, les gens continueront cette activité qui est ancrée dans les mœurs locales. Car c'est une source de nourriture traditionnelle. Mais on ne peut pas venir ici et dire aux gens « vous ne pouvez plus faire ça ». Il est donc important de montrer à la population quels bénéfices tirer de la présence des éléphants et des gorilles, et qu'ils ont plus à gagner à les protéger qu'à les chasser. Pour accompagner les chercheurs et les visiteurs, l'expérience et le savoir-faire des pisteurs Bahaka sont indispensables. Grâce à leur parfaite connaissance de la forêt, ils sont les seuls à pouvoir repérer les traces que laissent les gorilles. Les retrouver dans cette végétation dense est une mission spécialement difficile après la pluie battante de la veille. Il est là. Il est là? Il est en train de manger. C'est Makumba. Makumba, le chef. Le chef. Le responsable même du groupe. C'est un dos argenté, c'est ça? Oui, c'est un dos argenté. L'animal qu'on appelle un dos argenté. Oui. Le responsable du groupe, obligatoirement, doit être un dos argenté. C'est lui qui est le plus fort. On avait estimé son âge à une trentaine, quoi. Une trentaine d'années? Une trentaine. Oh, il est grand, il est tellement grand. C'est à peine croyable. On est en plein bassin du Congo, assis à 10 mètres d'un gorille. C'est extraordinaire. C'est grâce à vous, en plus. Oui. Eh ben, dis donc, c'est pas rien. Oh, c'est magnifique. Oh, mais là, il est passé à 3-4 mètres, quoi. Oui. Et quand il charge, il peut approcher même à 0 mètre. À 0 mètre? Oui. Il t'approche là, quoi. À 0 mètre, à 0 je vous mètre. dis. Et ce qui est sûr, le pisteur ne doit pas bouger. Okay. Il doit rester immobile. Et comme ça, il saura que non, c'est pas quelqu'un qui peut l'agresser, quoi. En plus, quand il passe tout près, tu te sens tout petit. Vraiment. Alors, en plus d'être ici un camp de recherche, c'est aussi un point de départ pour l'écotourisme. Le but principal de ce programme est d'habituer les gorilles à la présence des touristes. Et les touristes apportent de l'argent pour financer leur conservation, pour aider à la formation des gardes et envoyer les patrouilles dans la forêt, lutter contre le braconnage. Donc en fait, tout ce qui se passe ici, autour des gorilles, leur bénéficie directement. C'est-à-dire que grâce à la recherche, à la protection, à la lutte contre le braconnage, ces gorilles sont encore en train de vivre en paix. Exactement. C'est ce que le tourisme permet de faire ici, oui. Seuls 3 visiteurs sont autorisés à approcher le groupe de Makumba.
Bien qu'habituée aux visites des humains, cette famille qui comporte 11 individus de tous âges ne sera pas dérangée plus d'1 heure. C'est extraordinaire. Vraiment. Toi, tu viens tous les jours? Oui, je viens, je travaille avec eux tous les jours. C'est presque des hommes. Dis donc, Amanda, c'est pas rien, hein. On a marché pendant des heures. Bon, ensuite on les a pistés, on les a cherchés, on les a trouvés. Effectivement. Ça se mérite hein, d'aller voir les gorilles. Au cours de son périple dans le bassin du Congo, Jérômine a pu se rendre compte que rien n'est jamais perdu pour préserver les trésors naturels de notre beautiful planète. Le plus petit du groupe. Tant que les bonnes volontés veilleront à leur sauvegarde, nos enfants pourront voir encore longtemps briller la vie dans le regard des habitants de la grande forêt.